C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, des membres de la junte au pouvoir au Mali visés par des sanctions individuelles de la CEDEAO. L'instance régionale en réunion à Accra au Ghana a tranché en raison de la lenteur de la transition démocratique depuis le coup d'État de l'été dernier. L'Union européenne a apporté son soutien à la CEDEAO. L'ouverture ce lundi du dépôt de candidature pour l'élection présidentielle de décembre en Libye, un scrutin qui sera suivi de législatives en janvier 2022. Des élections censées sortir la Libye d'une décennie de chaos. Les détails dans un instant. Et puis la République démocratique du Congo a été victime d'une nouvelle incursion. Des hommes armés ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi 2 positions de l'armée congolaise au nord de Goma, près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. C'est la rébellion du M23 qui est pointée du doigt. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. La CEDEAO hausse le ton. Les pays membres de l'instance régionale en réunion à Accra au Ghana ce week-end ont décidé d'imposer des sanctions individuelles aux membres de la junte au pouvoir au Mali. La raison invoquée, le retard dans l'organisation des élections et la lenteur de la transition démocratique. L'Union européenne a apporté ce lundi son soutien à la CEDEAO. Anaïs Fourtade. Face à des promesses non tenues, la CEDEAO fait le choix de la fermeté. Le gouvernement malien lui annonce dans une lettre officielle qu'il ne pourra respecter la date butoir pour les élections présidentielles et législatives. Alors les sanctions tombent pour les membres de la junte au pouvoir et leurs familles, interdiction de voyager et gel des avoirs financiers. L'autorité a décidé d'imposer des sanctions qui auront un effet immédiat. Elle réitère la nécessité de respecter le calendrier de transition en ce qui concerne les élections prévues pour le 27 février 2022. Le 27 février, soit 18 mois après la prise de pouvoir par la junte militaire. Une échéance intenable selon le gouvernement de transition. Ces dernières semaines, le Premier ministre Choguel Maïga a dit vouloir organiser des assises nationales avant le scrutin. Mais une partie de la classe politique malienne a déjà annoncé un boycott. Certains d'entre eux se sont mobilisés ce week-end à Bamako pour exiger le respect des engagements et du délai de la transition. Pour nous, il n'y a pas d'organisation d'élection pour le moment. Pour le moment, absolument rien n'a été fait dans ce sens. Et c'est pourquoi nous alertons. Ces nouvelles sanctions interviennent alors que la situation sécuritaire se dégrade au Mali. La CEDEAO l'assure. D'autres sanctions pourraient être envisagées au cours du prochain sommet, le mois prochain. Au Soudan, la mobilisation ne faiblit pas après le coup de force du général Abdel Fattah al-Burhan. De nombreux Soudanais continuent à occuper la rue et à obéir à la désobéissance civile. Et elle est toujours de mise. C'est dans ce contexte qu'une délégation de la Ligue arabe s'est rendue à Khartoum pour tenter une médiation. Quelle est sa marge de manœuvre? Écoutez l'analyse de notre envoyé spécial à Khartoum, Karim Yayaoui. Ça va être compliqué pour la Ligue arabe d'obtenir quelque chose. Elle est venue avec cette idée que le dialogue peut permettre aux deux camps de se réconcilier en expliquant que c'est un petit peu la seule solution. Alors, elle a rencontré Abdel Fattah al-Burhan qui a encore une fois expliqué avec les mêmes arguments que ce n'était pas un coup d'État, qu'il avait essayé de sauver les acquis de la révolution soudanaise. Et un peu plus tard, cette délégation a rencontré Abdallah Hamdok, le premier ministre déchu. Alors c'est vrai que ça va être compliqué dans la mesure où du côté de l'Alliance pour la liberté et le changement, eh bien, il n'y a plus du tout de confiance à l'égard de l'armée. Encore hier, on a répété qu'on voulait désormais un gouvernement 100% civil, qu'il n'y avait pas de collaboration possible avec les militaires. Donc cette visite de la Ligue arabe aura bien du mal à convaincre ceux qui estiment que l'armée a fait un véritable coup de force et tenterait même de réintégrer d'anciens éléments du régime d'Omar el-Béchir. Coup d'envoi du processus électoral en Libye. La Haute Commission électorale a annoncé l'ouverture à compter de ce lundi du dépôt des candidatures pour la présidentielle de décembre. Elle sera suivie du scrutin législatif en janvier, des élections aux enjeux cruciaux. L'objectif principal est de sortir la Libye d'une décennie de chaos. Nicolas Germain. Ce sera la première présidentielle au suffrage universel de l'histoire libyenne. Elle doit avoir lieu le 24 décembre. La commission électorale a déclaré que le dépôt des candidatures sera autorisé jusqu'au 22 novembre et 2 semaines plus tard pour les législatives qui, elles, seront organisées en janvier.
Plus de 2,8 millions de cartes d'électeurs seront distribuées dans 1906 bureaux de vote à travers le pays. Ces élections arrivent après une année de relative stabilité en Libye grâce à un cessez-le-feu signé entre les factions de l'ouest et de l'est du pays. La Libye a connu une décennie de violence après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Parmi les possibles candidats à cette présidentielle, il y a son fils Saïf al-Islam et Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Le président du Parlement, Aguila Saleh, pourrait se présenter. D'après certaines sources, le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba a lui aussi l'intention d'être candidat. Pourtant, lorsqu'il avait été nommé en mars, il avait promis qu'il ne participerait pas au scrutin. De nombreux observateurs de la vie politique libyenne craignent que si le résultat de l'élection est contesté, le pays pourrait de nouveau sombrer dans la violence. Ce drame au Niger, au moins 26 enfants âgés de 5 et 6 ans sont morts lundi dans l'incendie de leur école à Maradi, dans le sud du pays. L'incendie a pris dans des salles de classe en paille et en bois appelées paillotes. Le manque d'infrastructures a conduit à la multiplication de ces écoles propices aux incendies. En Tunisie, une soixantaine d'intellectuels et de personnalités politiques ont signé une pétition en soutien à l'ex-président Moncef Marzouki. Ce dernier fait l'objet d'un mandat d'amener pour ses propos tenus sur notre antenne le 12 octobre dernier. Il s'était dit fier d'avoir contribué au report du sommet de la francophonie qui devait se tenir à Djerba à la fin du mois de novembre. Les réactions à cette décision judiciaire compilée par notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. C'est une pétition qui montre les inquiétudes d'une partie de la classe politique, de la société civile, mais aussi de militants et intellectuels comme le juriste Ariad Benachour ou encore la défenseuse des droits de l'homme Boshra Belhaj Ahmida, qui se sont joints à une soixantaine de personnes pour dénoncer une décision qu'ils jugent arbitraire par rapport au mandat d'amener contre Moncef Marzouki. Alors la plupart de ces signataires dénoncent aussi une ingérence du pouvoir exécutif dans le travail de la justice, une justice qui elle-même est en proie à un grand chamboulement puisque le président de la République a appelé à une réforme radicale de la justice pour éviter à cette justice d'être exposée à la corruption. Il a toutefois voulu rassurer en disant aussi qu'il comptait préserver son indépendance et ne pas interférer dans le travail de la magistrature. Mais dans cette pétition, les signataires expriment leurs inquiétudes face à des procès au-dessous politiques et tendancieux, selon leurs mots. Alors ces réactions face au mandat d'amener contre Moncef Marzouki se passent dans un contexte où le président Kais Saied bénéficie toujours d'un soutien populaire, comme le montrent les sondages, mais il fait face aussi à une opposition politique grandissante. Une partie de la classe politique réclame la mise en place rapide d'un dialogue national et inclusif, mais aussi des échéances par rapport à la période des mesures d'exception. Le président Kais Saied avait annoncé vouloir écourter cette période sans donner pour l'instant de date définie. Cette nouvelle incursion dans l'est de la République démocratique du Congo, des hommes armés ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi 2 positions de l'armée congolaise au nord de Goma, près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. C'est la rébellion du M23 qui est pointée du doigt par l'armée et la société civile. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Clément Bonneau. Selon le porte-parole adjoint de l'armée congolaise, des miliciens du M23 ont attaqué les positions des FARDC à Tchanzu et Runyoni dans le territoire de Rutshuru dimanche soir à partir de 22h. Ces miliciens cherchaient, je cite, à mener d'autres actions de déstabilisation dans la province du Nord Kivu. Lundi soir, des affrontements étaient toujours en cours entre l'armée et ses assaillants. L'armée qui affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre en déroute les miliciens. De son côté, la société civile rapporte ce lundi que des centaines d'habitants ont fui les combats, ont fui la zone pour se réfugier notamment en Ouganda. Le M23, pour sa part, a nié dans un communiqué être derrière ces attaques. La dernière attaque attribuée au M23 remonte à juillet 2020. Pour rappel, le M23, qui était accusé par l'ONU d'être soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, avait occupé entre 2012 et 2013 plusieurs localités du Nord Kivu, dont la ville de Goma, avant d'être finalement défait par les forces armées congolaises et par les forces de la MONUSCO. Il a ensuite été officiellement dissous en décembre 2013, après la signature d'un accord de paix à Nairobi.
Et on reste dans la région. Les présidents de la République démocratique du Congo et de la République du Congo se sont rencontrés à Glasgow, en Écosse, lors de la COP26. Ils ont évoqué le sort du bassin du Congo, l'un des plus importants massifs de forêt tropicale au monde. À cette occasion, les ministres de l'Environnement des deux pays se sont confiés à notre envoyé spécial Hervé Amoric sur leurs attentes. Écoutez. Nous sommes le rempart aujourd'hui de l'humanité, le bassin du Congo, et on passe de devenir le premier bassin écologique de la planète. Mais le bassin du Congo, c'est également la découverte récente, 2019, des tourbières qui sont réparties entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville. Ces tourbières séquestrent pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2. C'est 3 ans d'émissions de la planète qu'une bombe à retardement. Donc nous voulons aujourd'hui tout simplement dire, nous vous vendons simplement un service écosystémique, mais en retour, il nous faut nous aider à vous aider pour conserver ce patrimoine commun. Le grand défi justement, c'est l'accès à ces fonds. Nous ne vendons pas l'oxygène, mais nous demandons tout simplement que vous avez pollué, mais protégeons alors ensemble cet oxygène. Nous sommes prêts à changer notre mode de vie, à nous adapter à la donne actuelle du réchauffement climatique, mais à condition que ces sacrifices-là, il y ait une compensation, il y ait une alternative par rapport à nos habitudes. Et ça demande des moyens, ça demande des fonds. C'est ça la compensation, et une compensation équitable. Cela ne vous a pas échappé, le Rwanda s'est mis au vert depuis déjà quelques années. Le pays ne s'est pas contenté de déclarer la guerre aux sacs plastiques. Centres piétonnisés, journées sans voiture et désormais vélos en libre service. Les stations de ces vélos verts poussent un peu partout à Kigali, la capitale. Une véritable stratégie de transition écolo est mise en place par les autorités. Reportage de Simon Wolfart. Depuis que des pistes cyclables longent les principales routes de Kigali, Placide s'est mis à pédaler. J'ai commencé à utiliser ces vélos quand j'ai compris à quel point ils étaient utiles. Ils m'aident à me déplacer plus vite car au lieu d'attendre le bus en seulement 20 minutes, je suis déjà sur mon lieu de travail. 80 vélos ont été mis en libre service par la start-up Gura Ride le 9 septembre dernier à travers Kigali. Pour encourager leur usage, elle les met gratuitement à disposition l'espace de 2 mois. À terme, les utiliser ne devrait pas être plus coûteux qu'un trajet en taxi-moto. Bonjour, comment s'est passé votre trajet ? Très bien. Juste après avoir téléchargé l'application, vous vous connectez avec vos identifiants et une page affiche toutes les stations d'accueil autour de vous. Journée sans voiture, moto électrique, le gouvernement met en place une politique nationale de transport économique et non polluant, une stratégie rare sur le continent africain. Parce que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole, les transports classiques coûtent cher ici et le prix final pour le consommateur est élevé. Pour les transports à petite échelle, nous n'allons pas utiliser de pétrole. En soi, cela nous donne un avantage avec la réduction du prix par rapport aux autres moyens de transport disponibles. Une politique affichée depuis 2015 pour décongestionner le centre de la capitale. Le premier espace piéton vient d'être rénové. Pour les pistes cyclables, nous avons aujourd'hui couvert un réseau de plus ou moins 17 km à travers la ville. Les zones piétonnes comme celle-ci, nous comptons en faire. Déjà, nous avons dans le projet 2 que nous allons faire dans d'autres coins assez peuplés de la ville. Le Rwanda a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici à 2030. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.